Bonjour. Avant de commencer, je voudrais quand même vous dire que je trouve extrêmement intéressant le travail que vous faites, parce que ce qui nous manque dans nos pays, dans nos régions, c'est la mémoire. Et je crois que ça participe de la mémoire, notamment dans le domaine des arts plastiques, où il y a presque une absence de mémoire et surtout filmique. Je pense que ça c'est vraiment très important. Bon, je me présente, Ernest Broller, bientôt 78 ans, à la fin de ce mois-ci. Et donc, je suis né dans une petite commune qui s'appelle Rivière-Salée, dans le sud de la Martinique. Et je suis né à la campagne, où ma mère était enseignante, et mon père, agriculteur, qui gérait une propriété de 25 hectares quand même. Et c'est toujours curieux, même pour moi, je me pose la question comment je suis devenu artiste. Et je crois qu'il y a deux éléments extrêmement importants, disons deux espèces de petits événements. Le premier, j'avais peut-être 6 ans et demi, 7 ans, lorsque mon père a décidé de peindre le salon vert. Et j'étais chargé de cette corvée de peindre avec une peinture à l'huile verte, et que j'avais trouvé horrible. Et il n'était pas question de contester avant, il fallait obéir. Et je pense que ça a été ma première prise de position esthétique. Et quelque temps après, chose extraordinaire encore, arrive une femme avec une grande voiture familiale, bourrée de tableaux faits au couteau, des quais de la Seine, de Montmartre. Et ma mère qui était enseignante, elle vendait à crédit, elle a acheté 3 toiles, et ce qui a provoqué un petit peu mon courroux. J'ai beaucoup reproché à cette dame de vendre des tableaux que j'estimais pas beaux. Je n'avais comment dirais-je, aucun discours esthétique, mais intuitivement, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle m'a écouté, mais elle a quand même vendu les toiles pour ma mère. Et puis, après, je vais quitter la campagne. Ma mère décide elle était en poste à Fort-de-France, elle achète une maison et nous allons habiter cette maison à Fort-de-France. Et c'est là que vraiment la distance avec la campagne, mes 2 premières réflexions par rapport à ces 2 petits événements, je constate que ça me travaille au corps, et je me souviens que Volga Plage se trouvait en dessous de Baie-des-Tourelles et qu'il y avait là une décharge. Et je suis allé chercher, comment dirais-je, des planches de caisse de morue, et c'est là que j'ai fait ma première marine. J'avais très peu de couleurs, et d'ailleurs le blanc, je me fais bien, ça s'appelait de l'évers blanc. C'est avec ça que les gens peignaient leur casque colonial, tu vois. Et j'avais fait une marine à l'époque, et ne voilà-t-il pas que je vais rentrer en 6e au bassin de Radouble. Et là, j'ai mes premiers professeurs qu'on appelait professeurs de dessin artistique, pour différencier du dessin technique, puisque c'est un collège technique. Et je vais faire ma scolarité au bassin de Radouble pendant quelque temps, et le collège technique va être délocalisé, et il va être situé à la Pointe des Nègres, où il y est jusqu'à présent, pas loin du lycée de filles. Et là, je vais, comment dirais-je, commencer des études sérieuses. D'ailleurs, je vais faire ma 6e, ma 5e. La 4e, et en 4e, il y a une 4e d'orientation, et je vais choisir une section comptabilité. Et
après 2 ans, j'ai dit à ma mère, voilà, je veux faire des études artistiques. Alors, elle refuse totalement. À l'époque, c'était comme ça aux Antilles. Hein. Personne ne voyait de bon œil justement des études artistiques. Et donc, j'ai attendu de terminer cette partie comptabilité. Et je crois que j'avais 17 ans à l'époque. Et là, j'ai annoncé à ma mère que j'ai fait ce qu'elle souhaitait, des études de comptabilité. Bon, maintenant, je vais faire mes études artistiques. Et il y avait une section art appliqué. Et nous étions tout un groupe de camarades, notamment, je pense à Bertin Ivor, Charles Édouard, Alex Pamphile, Demoiselle Juston, tout un groupe. Nous allons faire 3 années d'études. Et les études étaient, bon, on préparait quoi? On préparait un diplôme de céramiste, bon, avec une base de dessin, d'architecture, un panel assez large d'enseignement. Et à la fin des 3 ans, on passait ce qui s'appelait le brevet industriel de céramique. Quand nous avons passé ce diplôme, nous avions là un professeur qui s'appelait Monsieur Salier, qui était en poste depuis très longtemps avec son épouse, et il a décidé, parce qu'il était en face d'un certain nombre de jeunes très doués, de partir à Paris avec nous et de trouver des écoles pour chacun d'entre nous. Bon, certains étaient à l'école des métiers d'art ou étaient à Nice. Et Bertin Ivor et moi, nous avons continué à l'école des arts appliqués, Louis du Petit Troyes à Paris, l'école supérieure d'arts appliqués. Et jusqu'en 68, et là, je vais passer un premier diplôme qui est celui brevet d'études d'architecture intérieure. Et après ça, après ces 4 années à Paris, je vais faire une spécialisation en art graphique pendant 2 ans, et je vais passer le diplôme d'études supérieures en art graphique. Et Nivor était avec moi, mais lui, il ira vers l'architecture intérieure. Et quand nous avions fini, je crois que c'était en 68, nous avons décidé de passer le concours de l'école des Beaux-Arts, ce que nous avons fait. On l'a passé brillamment. Mais à l'époque, il n'y avait pas de professeur, ils n'étaient pas là sur place, ils faisaient leur expo, ils venaient de temps en temps. Et ça nous a effrayés, et donc nous nous sommes inscrits à l'université. À l'époque, Paris 8 était une université qui s'offrait à nous, et donc là, j'ai préparé une licence d'art plastique et une maîtrise d'art plastique, avec comme directeur Franck Popper, que j'ai passé avec mention bien ou assez bien, je crois. Et après ça, je me suis inscrit en 3e cycle avec comme intitulé de recherche Art et littérature à la Martinique. Et je vais rentrer en 72. En 1972, je commence à réfléchir. Donc, je me rends compte que sur le plan de littérature, il y a beaucoup de choses, mais sur le plan des arts plastiques, il y a très peu de choses pour faire justement un 3e cycle. Et donc, j'annonce à mon directeur de recherche que je renonce. Bon, entre-temps, je vais entrer dans l'enseignement. Et là, que faire maintenant quand on entre dans l'enseignement? Parce que je sens que j'ai une vocation d'artiste aussi, et c'est pourquoi j'ai fait ces études-là. Et ne pouvant pas venir cracher un petit peu tout ce que j'ai appris là-bas, bon, c'était assez facile, hein, de tout montrer, de tout notre savoir, etc., et de tout notre savoir. Et donc, j'ai décidé de ne pas commencer. D'ailleurs, aucun des copains qui avaient fait des études là-bas, nous l'avons pratiqué véritablement. Nous avons enseigné, et moi, je me suis lancé dans ce que j'appelle dans la mode. Je faisais j'avais une boutique avec 3 employés, et je faisais des boubous, je dessinais des vêtements, des robes de mariée,
Et je suis resté quelque temps à faire ce travail parallèlement à mon travail d'enseignant. Et à un moment donné, la fatigue s'est fait ressentir, a mené de front les deux. Et donc là, j'avais appris un certain nombre de choses. Je m'étais engagé, si on veut, d'une manière dans le domaine artistique, mais qui n'était pas ce que je désirais vraiment, mais c'était une situation, je dirais une situation d'attente. Et chemin faisant, dans les années 84, nous allons, tout le groupe qui a fait les études à Paris, on a eu le même besoin. On a eu le même besoin, c'est-à-dire de pratiquer. Et tout naturellement, nous avons créé le groupe Fromager, qui est un groupe recherche pour une esthétique caribéenne, avec Anissé, René Louise, Jean-François, Charles-Édouard et moi-même. Et on a publié un certain nombre de textes fondateurs, parce que derrière, il y avait une réflexion très importante et qui aussi s'appuyait sur la thèse de René Louise sur le maronisme moderne. Et donc, il y a, du point de vue théorique, il y avait une réflexion très très poussée. D'ailleurs, c'est le premier groupe qui arrivait, qui est un petit peu après le groupe Négo-Caraïbes, mais avec des textes, une réflexion, ce que c'est qu'une esthétique caribéenne. Et donc, ce groupe a eu un très très gros impact à la Martinique. Hein, je veux dire. Ça a été quelque chose d'extrêmement important et une très belle aventure à mon avis, même si moi je vais quitter le groupe en 89 parce que je n'ai pas trouvé ce que je recherchais avant tout, c'était, comment dirais-je, une posture par rapport à la question de l'art contemporain, parce que quand j'étais à Paris dans les années 60 justement, c'est la naissance de l'art contemporain, j'ai été très très marqué par ça. Et donc, je me souviens très bien de cette période, chaque artiste du groupe Fromager, nous avions choisi un point de départ. René Louise s'était focalisé beaucoup plus sur la question du vaudou et ce qui se passait en Haïti. Bertin Niveau, tout ce qui se passait autour de la Guyane, dans une espèce de symbolisme. Charles-Édouard qui était entre les deux et moi-même je m'étais comment dirais-je beaucoup inspiré de mon Afrique rêvée, parce que je ne connaissais pas l'Afrique, mais j'avais vu quelques images comment dirais-je au musée de l'Homme, mais je n'avais pas une connaissance de l'Afrique, et donc mon œuvre s'appuyait beaucoup sur l'Afrique. Et quand je me suis rendu compte que finalement, il y avait un problème, tout simplement parce que je n'étais pas un Africain, même si je recherchais la source d'origine, mais on avait tendance à rechercher cette espèce de magie dans ce que l'on faisait. Et n'ayant pas justement cette formation, cette éducation, je me suis rendu compte qu'il y avait là pour moi une impasse et qu'il y avait là un programme que j'étais incapable d'établir pour développer une recherche artistique. Et donc, je vais annoncer au groupe mon départ et je vais, comment dirais-je, publier un manifeste en 1989. Et ce manifeste m'indique que je dois quitter le groupe et que je dois développer un travail personnel, un cheminement personnel. Et tout l'objectif, c'est justement d'avoir cette liberté d'aborder l'art contemporain et de contribuer à ce concert du monde pour l'art contemporain. Juste après la rupture, je vais sortir, je vais faire ma première exposition personnelle, une très très grande exposition à la préfecture, qui s'appelait Mythologie de la Lune, où il y avait à peu près, je pense, une centaine de toiles. Et ça a été un moment extraordinaire, ça a été un événement, parce que tout simplement cette manière de peindre était très inhabituelle. Et donc il y a eu un engouement pour ce travail de peinture. Je me souviens, j'avais vendu les 3/4 de l'exposition à
Après, bon, ça a dépassé toutes mes attentes. C'est pas tellement le fait de vendre, mais l'accueil aussi de jeunes artistes qui cherchaient une voix. Et juste après ça, je vais constituer un nouveau groupe qui s'appelait un groupe pour une recherche contemporaine, avec de jeunes artistes qui avaient quitté l'école, avec des artistes français qui étaient sur place, et nous allons œuvrer pour l'art contemporain à la Martinique. Ça va durer quelques années. Et à nouveau, je suis atteint par mon besoin de liberté, sortir dans des réunions et vraiment avoir cette possibilité extraordinaire qui est la liberté d'entreprendre des choses à ma manière. Voilà, globalement, si vous voulez, ce travail. Et donc, je vais jusqu'en, je crois, 1992. Je vais continuer un travail de peinture, mais ce qui m'intéresse avant tout, c'est, et comme on peut le voir, tout mon travail est constitué d'un certain nombre de ruptures avec une recherche effrénée de la contemporanéité. Et je disais toujours que ce qui m'importe plus, ce n'est pas de trouver quelque chose, mais de faire avancer la question de l'art contemporain, non pas pour la Martinique, mais à titre personnel, comment je contribue à un développement de l'art contemporain. J'essaie de me situer pour me permettre d'une part d'avoir le niveau de réflexion, le niveau de pratique aussi, et donc les ruptures sont à chaque fois non pas, ce sont des ruptures formelles, mais vis-à-vis de mes grandes idées autour du corps, autour du vivant, je n'ai jamais bifurqué, mais à chaque étape, il s'agissait de trouver de nouvelles solutions formelles qui incombaient, je dirais, à l'évolution de mon travail lui-même. C'est-à-dire que je n'ai jamais considéré que j'avais trouvé quelque chose, mais chaque fois que les choses avaient avancé suffisamment, la nécessité de la rupture se faisait sentir et une nouvelle aventure commence. La nouvelle aventure commence, ça veut dire de nouvelles problématiques, de nouvelles approches, nourries par un champ référentiel de plus en plus large. Et donc, ce qui importait pour moi, et je le dis jusqu'à présent, malgré mes 78 ans, ce qui m'importe, c'est dans le domaine des arts, c'est d'être un artiste dans mon temps. Toujours me poser comment faire de l'art à telle période de ma vie. Aujourd'hui, à 78 ans, je me pose la même question, c'est-à-dire comment faire de l'art aujourd'hui. C'est pas ce que je faisais hier. Et donc, je vais rompre en 89. Je vais passer après à cette série de la mythologie de la Lune. Je vais passer à une période grise, la période noire. Et après, il y a une rupture avec la mythologie de la Lune, et je vais commencer un travail autour de la série blanche, autour de la question de la mort fondamentalement, c'est-à-dire comment toute la question de la liquéfaction du corps, de la disparition du corps lui-même. Et donc cette série blanche, elle va continuer pendant très très longtemps. Et donc, ce que j'ai oublié de dire, la mythologie de la Lune, il y a eu un très très beau texte du philosophe Alexandre Alaric qui avait annoncé cette série, la série blanche. Il y a eu un regard de l'écrivain Milan Kundera qui a sorti un texte qui aborde la mythologie de la Lune, mais surtout la série blanche, et il va publier en France dans les années 92 un petit livre avec des images de la mythologie de la Lune et de la série blanche qui s'appelle D'en bas tu aimeras les roses. Ça a été un événement important qui m'a permis de prendre conscience de la qualité, de l'importance du travail que je développais. Mais quand je dis cela, je reste dans
retranché derrière ma discrétion. Ça, pour moi, c'est important. Autant j'aspirais à ce que le travail soit connu, autant j'aspirais justement à me cacher derrière mon travail. Et je n'ai pas changé d'attitude vis-à-vis de ça. Et le parcours pictural va être extrêmement importante avec toutes les différentes séries, des sous-séries qui sont des questionnements, avant tout des questionnements sur la question de la peinture véritablement. Cette aventure, j'avais le sentiment profond de m'engouffrer dans quelque chose d'extrêmement important. En 92, il va se passer quelque chose d'extrêmement important pour moi. Je vais faire une très très grande réflexion, une introspection. Je vais m'interroger sur mon travail de peinture et je trouve que je n'ai pas trouvé cette singularité, cette chose particulière qui faisait de moi un artiste à la fois d'une région du monde et en même temps dans une zone de contact, parce que moi, je me suis toujours situé sur le dérive du monde, c'est-à-dire la rive américaine et la rive européenne. Et tantôt, quand je suis sous la rive européenne, je vois mieux ma propre rive et l'inverse, voilà. Et donc, ce qui me semble fondamental, c'est que les questions d'identité ont volé en éclats et ont disparu dans mon travail, tout simplement parce que j'ai compris au fur et à mesure de ma recherche, de mes questionnements, de mon travail, que l'identité ne se définit pas, mais il se lie à travers ce que l'on fait. Ce que l'on fait et que mon identité, elle est changeante, elle est composite, elle évolue constamment, je dirais dans mes zones de contact. Et ça a une importance capitale. Donc cette réflexion menée à fond va me permettre de me libérer et sans aucun complexe. Et je disais aux uns aux autres, mon corps, il est palimpseste, c'est-à-dire je n'ai pas renié l'histoire de ma région, je n'ai pas renié l'histoire de l'esclavage, j'ai pas renié tout ce qui s'est passé dans la zone, mais tout ça, c'est dans des strates et jusqu'au fond de moi, quand il est nécessaire de les sortir, je les sors, mais ce n'est pas ma préoccupation fondamentale. Ma préoccupation fondamentale, c'est comment je suis un artiste dans ce monde d'aujourd'hui, justement, dans ce monde de contact, dans ce monde d'échange, dans ce monde où moi-même j'évolue constamment, moi-même où j'ai des zones d'influence, des regards partagés, et tout ça, je dirais, constitue à forger l'homme que je suis. Et donc, tout naturellement, j'ai obéi à cette espèce de logique et qui m'a permis d'avoir, je dirais, une grande liberté et d'oser de plus en plus à proposer des choses nouvelles à chacune de mes ruptures. Il n'y avait pas de contraintes, je dirais. Et ça a été vraiment et jusqu'à présent, un moteur de mon comportement, un moteur de mon travail. Donc, voilà un petit peu. Et en 92, je disais que je me rends compte que je n'ai pas retrouvé cette singularité d'artiste. Tout ce que je faisais renvoyait parce que j'étais pétri de culture française, européenne, parce que je fais mes études et ça s'efface pas. Ça fait partie du corpus d'éléments que j'ai qui me nourrissent véritablement, mais ça me semblait quelque chose de trop pesant et je vais rompre avec la peinture. Je vais rompre avec la peinture il y a une circonstance extraordinaire. Je suis jeune professeur à l'école des Beaux-Arts et l'école des Beaux-Arts se trouvait dans l'ex-hôpital civil, jusqu'à présent il y est. Et un jour, je me balade et je tombe sur une salle désaffectée et je vois des milliers de radiographies. Et là, il y a un déclic qui se fait. Ce déclic, il est
extrêmement important. D'une part, il va conforter mes réflexions, je dirais, sur la question du corps lui-même, mais ça va m'engager, je dirais, dans un travail très nouveau. Et donc, je vais concevoir un atelier assez particulier où je vais fabriquer des corps, mais fabriquer ces corps passe par presque des interventions chirurgicales, puisque l'atelier est constitué d'un grand scialytique avec toutes les lumières de table d'opération. Je travaille avec des outils de chirurgien, je travaille avec des gants, je travaille avec des produits, et là il y a un jeu de rôle, et là je me laisse embarquer dans quelque chose qui est de construire un corps métissé, parce que je reçois des radiographies de France, d'Haïti, de la Martinique. Et devant moi se produit une espèce de métissage, une espèce de rencontre, une espèce de mélange, et à partir de ça, je vais commencer à faire, comment dirais-je vais commencer par faire des pastels sur des radiographies. Et je me rends compte qu'il y a une espèce de redondance qui renvoie à une pratique habituelle, et très rapidement, je vais faire le constat et je vais commencer à avoir une pratique de chirurgie entre guillemets, c'est-à-dire que je vais coudre des morceaux de radiographie, mais ceci métaphoriquement, tout simplement parce que je vais prendre les bandelettes des gommettes, les bandelettes d'effacement, et que je vais coller sur les radiographies de manière à constituer, je dirais, un dessin, et ce dessin sert justement à lier les radiographies entre elles. Et j'appelle ça à l'époque j'appelais ça des sutures, hein, des sutures. Ça convient à un vocabulaire justement de chirurgien. Et ce travail de suture va m'amener dans un travail plat, une planéité, sur la grande table qui faisait 2,54 m avec des grandes œils qui faisaient 1,80 m, 1,90 m de large. Alors, il y avait une problématique qui s'offrait à moi, qui est celle du double tableau, si vous voulez. À partir du moment où je vais coller des radiographies les unes par rapport aux autres, va surgir une totalité d'images, et si on la met à la verticale, ça donne un tableau. Mais ce tableau, il ne me suffit pas, et là commence le travail justement avec les gommettes sur lesquelles je vais faire un deuxième tableau constitué des gommettes. Alors souvent elles sont blanches, elles sont colorées, et ce qui est intéressant, c'est cette manière pratiquement d'incruster cette espèce de couture métaphorique là-dessus. Et c'est là que se joue la question du double tableau dans le tableau lui-même. Alors il y a justement une espèce de chose dialectique qui se produit, une espèce d'opposition, et la liaison se fait très bien parce que on a l'impression que c'est quelque chose de... Alors ce sont des choses qui... je ne veux pas chercher de signes magiques comme les gens pourraient le croire. Je vais effectivement inventer des signes, mais je dis inventer, je prends des signes qui sont simples, qu'utilise justement l'ordinateur, le plus, le moins, les hashtags, des choses comme ça. À partir de ça, je vais constituer une espèce de vocabulaire qui va me permettre de construire le deuxième tableau. Alors, je parle du tableau sombre et du tableau de lumière, et deux choses qui s'opposent, qui finalement dialectiquement se rencontrent. Alors, cette aventure, elle est intéressante, mais chemin faisant, lorsque je commence à accrocher toutes ces grandes pièces dans l'atelier, il va se produire quelque chose d'imprévisible, et notamment parce que j'avais un atelier de 1000 mètres carrés à l'usine du Larentie, puisque c'est là que se devait se faire le musée. Et en attendant, mon atelier étant trop petit, j'avais récupéré 1000 mètres carrés dans cette ancienne usine. Et là, je me donnais à cœur joie parce que j'avais l'espace. Et justement, je me souviens très bien comment a débuté le travail de sculpture. Il y avait plein de pièces de suspendues comme ça devant moi. D'une part, la question de la transparence qui laisse avoir celles qui sont dehors. Donc, l'idée du volume apparaît déjà.
Et puis un beau jour, en découpant des morceaux, il y a 3 ou 4 morceaux qui restent accrochés, et je les prends comme ça, je vois une espèce de sculpture qui apparaît. Et là, la véritable aventure de la sculpture va commencer. Alors, je tiens beaucoup à ce travail de sculpture, tout simplement parce que j'ai toujours su que pendant l'esclavage, la seule chose qui soit restée aux Africains, c'est la musique qui nous a été transmise. Il y a des traces dans la musique d'aujourd'hui, mais la sculpture, il n'y en a pas. Bon, ne pouvons pas faire de sculpture à l'africaine et ne voulons pas faire de la sculpture classique. Et là, j'allais trouver justement comment faire de la sculpture à partir de matériaux. Alors, pour moi, la grande aventure, c'était de donner une forme au vide, c'est-à-dire je découpais des lamelles, et ce qui était important n'était pas la forme qui était visible, mais ce qui se trouvait à l'intérieur de la forme, c'est-à-dire le vide. Et là, dans un processus de lamellisation, je vais construire des sculptures jusqu'au moment où ça prendra de l'ampleur. Je vais commencer à construire des installations comme Tribu perdue, Corps perdu, etc., etc. Et tout ce travail va continuer. Hein, il y a, je n'ai pas la date exacte, mais je pense que je vais développer un travail sur la radiographie pendant très longtemps. Je pense que je suis l'artiste au monde à avoir travaillé, questionné ce matériau le plus. Beaucoup d'artistes ont travaillé. Le premier, c'était Roy Datzak, qui est un Anglais, qui a fait de la sculpture, qui a un musée dans le 14e. Et d'ailleurs, il est mort de leucémie parce qu'il faisait des radiographies de son propre corps. Mais Wim Delvoye, par exemple, l'artiste belge, a fait des vitraux à partir de radiographies. Beaucoup d'artistes, mais de manière constante pendant 10-12 ans, il n'y a pas d'artiste ayant développé. Donc, ce qui m'a permis de passer en revue quelque part tous les possibles de la sculpture, et même j'ai acheté une immense imprimante qui peut me donner des images faisant jusqu'à plus d'1 mètre, et je faisais des reproductions de radiographie mais en couleur, hein, en couleur, et donc ça m'a permis ça m'a ouvert un champ d'exploration, je dirais extrêmement important. Et toujours là, dans la sculpture, je me pose encore, d'une part, la question de la sculpture, mais de plus en plus la question du vivant, qui était justement, pendant toute la radiographie, la question de la mort prédominait. Et moi, après, je vais décider de rompre avec les radiographies.